Bon, bah on va y aller. Le ClassPass n'est pas mort, on dirait, puisque la salle est presque pleine et il arrive à attirer du monde. En fait, la présentation ici sur le ClassPass, est-ce qu'il est mort ou pas, m'a été inspirée par Mark Reynolds. Mark Reynolds, c'est le chief architect de la plateforme Java aujourd'hui. Mark Reynolds, il avait déclaré « le ClassPass est mort ». Donc si Mark Reynolds dit ça, c'est qu'il doit y avoir un fond, il doit y avoir une raison. Bon, pour recadrer quand même, il avait dit ça à Java One en 2009. Donc on est 4 ans après, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que le ClassPass est mort finalement? Donc je vais vous parler de ClassPass. On va voir un peu ce que c'est déjà, avant de dire s'il est mort ou pas. On verra la mécanique des classes loaders associées. Et puis on se posera effectivement la question, est-ce qu'il est mort? Pourquoi est-ce qu'il serait mort? Pourquoi est-ce qu'on voudrait sa mort? Et on va voir s'il y a des solutions alternatives au ClassPass, qu'est-ce qu'on peut avoir à la place. Donc avant de démarrer, moi je m'appelle Alexis Hassler, je suis développeur, formateur, consultant, indépendant, et je suis co-leader du Lyon Jug. Bon alors, le ClassPass. Qu'est-ce que le ClassPass? Bon, quand je fais du code Java, j'utilise des classes. Jusque-là, je pense qu'il n'y a pas de surprise pour vous. On va dire il y a à peu près deux sortes de classes. Il y a les classes comme string qui viennent du JRE et les classes comme ici MyStuff qui viennent de l'extérieur. C'est-à-dire c'est soit des classes que j'ai faites moi, soit des classes que j'ai intégrées, que j'ai récupérées quelque part. Et c'est l'ensemble de ces classes qui ne sont pas dans le JRE qui forment le ClassPass. Ou du moins, j'ai besoin d'indiquer le ClassPass à mon runtime Java pour qu'il sache où chercher ces classes qui ne sont pas dans le JRE. Donc pour faire ça, on peut indiquer moins ClassPass ou moins CP au lancement de notre application Java. Et il ira chercher dans la liste des fichiers jar, là j'en ai qu'un, mais on peut mettre une liste, dans la liste des fichiers jar qu'on aura indiqué. Éventuellement, si je lance mon application avec l'option moins jar, ce sera dans le fichier manifeste du jar qu'on pourra indiquer le ClassPass. Et au runtime, je peux connaître le ClassPass de mon application avec une system property java.class.pass. Si à un moment donné, je veux charger une classe qui n'est pas dans le ClassPass, qui n'est ni dans le ClassPass ni dans le JRE, j'aurai soit une noClassDefoundError, soit une class notFoundException. Le cas classique, c'est l'erreur. Et quand j'utilise les API de chargement de classe par leur nom, j'aurai l'exception. Et tout ça, c'est géré par des classes loaders. Donc on va voir la mécanique des classes loaders. Comment ça marche ces choses-là. Alors un class loader, c'est avant tout une classe qui est dans le package java.lang, une classe abstraite, qui est capable de charger une classe à partir d'un nom. Un nom qualifié, c'est-à-dire avec le package, le nom de la classe. Il peut charger des classes, il peut charger des ressources. Des ressources, ça va être des fichiers properties, des fichiers XML, des images, que sais-je encore, qui sont dans les archives, dans les jars aussi. Et le class loader a un truc aussi, le parent, tout en bas, getParent. On va revenir là-dessus, mais apparemment, un class loader a un parent. Le class loader, je peux connaître le class loader de chaque classe en demandant à la classe. Par exemple, MyStuff, on avait vu, c'est une classe qui vient du ClassPass. Si je lui demande son class loader, il me dira app_classLoader. Alors, il me dira ça si j'exécute ce code-là dans une JRE d'Oracle, dans une hotspot. Chez IBM, ce sera certainement autre chose. Vous voyez, sun.misc, donc ça c'est du spécifique JRE Oracle. Si je demande la même chose à une classe qui est dans le JRE, si je demande la même chose par exemple au class loader, eh ben, il va être un peu moins poli avec moi, il me dira nul. J'aime pas qu'on me traite de nul. Pourquoi il dit nul? En fait, le class loader de tout ce qui est dans le JRE n'est pas un objet Java. Parce que si c'était un objet Java, il aura un type Java, un type de class loader qui devrait être chargé comment? Par un class loader. Et ce class loader-là, il est chargé par qui?
par une pool. Donc le Bootstrap class loader, c'est un bout de code natif dans notre JRE qui va être capable de charger le class loader, par exemple, qui sera utilisé pour les classes de mon ClassPass. C'est pour ça qu'il me dit nul. Donc au final, d'un côté, j'ai mon app class loader qui gère tout ce qui est dans le ClassPass. De l'autre côté, j'ai le Bootstrap class loader qui gère ce qui est dans le JRE. L'app class loader, on l'appelle en général le système class loader. Ça, c'est un nom plus général. Entre les deux, il y en a un dont je parlerai plus trop après, c'est le class loader d'extension. Il va gérer un espace un peu entre les deux, donc on en dira deux mots après, et puis on l'oubliera. Et la relation entre tous ces class loaders, c'est une relation d'enfant-parent. Et le fonctionnement de tout ça, c'est que quand on demande de charger une classe dans notre code, première chose, donc c'est le système class loader qui va être sollicité. Le système class loader, lui, il est feignant. Il va donc déléguer ça à son parent, qui est l'extension class loader, qui lui aussi est un feignant, va le déléguer au Bootstrap class loader. Le Bootstrap class loader, il n'a pas de parent, il va faire le boulot. S'il ne trouve pas, c'est l'extension class loader qui va effectivement chercher, et si lui-même ne trouve pas, c'est le système class loader qui va effectivement chercher. Et si lui ne trouve pas non plus, c'est l'erreur ou l'exception selon le cas. Donc voilà la mécanique de base liée au ClassPass. Donc le class loader, pour spécifier l'espace dans lequel il va chercher les classes, c'est le -cp qu'on a vu tout à l'heure. L'extension, j'ai un -d à mettre au démarrage. Une petite particularité, c'est que là, on donne des répertoires dans lesquels il va chercher des jars, alors que le ClassPass, on donne la liste des jars. Une petite différence entre les deux fonctionnements. Bon, l'extension class loader, je vous ai dit, j'en parlerai pas trop. Juste un truc, moi, pendant très longtemps, j'ai fait la confusion entre ce mécanisme d'extension et le mécanisme d'endorsed. Donc l'endorsed, j'en parle un peu après. J'ai souvent fait la confusion, donc on en reparlera. Ensuite, donc, tout au bout, le Bootstrap class loader. Je vous ai dit, il va chercher les choses dans le JRE. En fait, dans le JRE, c'est essentiellement un fichier jar qui est rt.jar. Et éventuellement, je peux remplacer ce rt.jar avec une option qui est le -x boot ClassPass. Dans ce cas-là, il ira chercher les classes qui sont censées être dans le JRE au niveau de mon jar ici. Ce n'est pas les trucs qu'on fait tous les jours, ça, hein, remplacer le rt.jar. Éventuellement, ce qu'on peut faire un peu, plutôt que de le remplacer complètement, c'est de rajouter un jar à la liste des fichiers gérés par le boot class loader. Je peux ajouter un fichier en fin de liste, c'est le /a, append, ou en début de liste, c'est le /p, c'est prepend. Dans ce cas-là, il ira chercher à la fois dans le rt.jar et dans ces jars-là. Le endorsed, il est géré aussi par le Bootstrap class loader. C'est comme pour l'extension, on spécifie une liste de répertoires dans lesquels il va chercher des jars. Et c'est surtout conçu, ce endorsed, pour des librairies, pour des packages qui sont dans le JRE, mais qui sont hors JCP, comme les packages de Corba, des packages XML. C'est prévu aussi pour certaines API qui sont appelées standalone, comme JAXB par exemple. C'est prévu pour en fait pouvoir mettre des versions plus récentes que celles qu'on a dans le JRE. Si on met une version plus récente d'une de ces librairies dans l'endorsed, elle sera prioritaire par rapport à la version qu'il y a dans le JRE. Alors on va regarder un peu ce que ça peut donner, ça. Alors, je vais commencer juste par compter. Là, j'ai une classe count avec un main auquel je vais passer deux arguments, le début du décompte, la fin du décompte. Donc ça, c'est récupérer le début, la fin. Et ici, je fais juste un println du compteur. Normalement, ça ne devrait pas être trop compliqué à faire fonctionner tout ça. Je vais peut-être remonter ça un peu. Donc, on va enlever un peu ça. Alors déjà, si je le lance sans préciser de ClassPass du tout au départ, il va refuser.
Parce que ma classe compte, ici, elle n'est pas dans le JRE, évidemment, elle est dans un jar que j'ai produit. Donc, je précise -CP, le chemin de mon jar. Et là, il va compter 40, 41, 42, 43, 44. J'ai réussi à faire un programme qui compte. Merci. C'est fou ce qu'on peut faire avec un ClassPass. Bon, maintenant, je vais prendre la même classe, compte. Dans le même fichier, cldemo.jar, mais ce jar, je ne le mets plus dans le ClassPass, je le mets dans le bout de ClassPass. Oups. On va voir, il compte 40, 41, 43, 44, 45, je crois qu'il a oublié quelque chose. Il manque 42. Il n'y a plus de réponse. Comment j'ai fait ça? Pourquoi il a fait ça? Si on regarde un peu dans mon code, dans mon jar, j'ai mis ça. J'ai mis une classe java.lang.integer. Et je l'ai modifié un peu pour qu'elle ignore le 42. Et dans ma ligne de commande ici, vous avez vu, -x boot classpass /p, j'ai mis en prepend. Donc l'integer qu'il a trouvé dans ce jar est devenu prioritaire par rapport à celle du JRE. Il a ignoré l'integer du JRE. Donc ça, c'était le premier exemple, des class loaders bien séparés entre mon jar et le JRE. Il comptait normalement. Et en prepend, il utilisait l'integer que j'ai mis là-dedans. OK. Alors, si on veut étendre un peu ces mécaniques de class loader, on a la classe URL class loader qui est fournie dans le JRE. Alors, c'est déjà celle qui est utilisée pour l'app class loader, l'ext class loader. Ces deux classes sont des spécialisations de l'URL class loader. Mais après, je peux créer je peux instancier des URL class loader moi-même. Je peux dire instancier un URL class loader, lui dire de charger un certain nombre de classes, et je peux associer plusieurs URL class loader comme ça dans une chaîne de class loader, toujours avec la même logique de parent first. Je peux aussi aller un peu plus loin et créer mon propre class loader. Les gens qui font des serveurs d'application, par exemple, ils le font beaucoup, ça. Ils créent leur propre class loader pour mettre en place une logique spécifique de class loading. On retrouve ça aussi dans des outils comme JRebel, Java 6, des choses comme ça. Il y a beaucoup de class loaders spécifiques. Par exemple, dans Tomcat. Dans Tomcat, quand vous déployez un war, il a son propre class loader. Chaque war a son propre class loader. Et il y a un class loader aussi au niveau global de Tomcat qui gère le répertoire lib et donc les librairies communes de Tomcat. Le common est le parent du web app et le parent du common c'est le système, ainsi de suite. On retrouve les class loaders normaux. La différence avec les class loaders qu'on a vus, c'est qu'un web app class loader, il est en logique local first. C'est pas un feignant lui. Il fait le boulot d'abord. Et c'est seulement s'il ne trouve pas dans le war qu'il va déléguer à son parent. L'intérêt de faire ça, c'est que on peut isoler nos wars par rapport à l'environnement global Tomcat. Si j'ai le même jar dans mon war et dans Tomcat, je veux que ce soit celui du war qui soit pris en priorité. Et ça n'est possible que grâce à la logique local first. Dans le vieux JBoss, la JBoss AS5, c'est un peu la même logique en plus compliqué. Pour les wars, on a aussi ce web app class loader en local first, mais après on a aussi des EAR, on a aussi des modules de JB qui sont dans l'EAR, et ceux-là, ils sont en parent first, dans les wars, ils sont en local first. Et puis en fait, non, c'est pas du vrai parent first parce qu'il y a un repository de classes. Chaque class loader vient apporter les classes qu'il a chargées dans ce repository et vient demander d'abord au repository s'il a déjà la classe. Donc on a un truc beaucoup plus compliqué que Tomcat. Des mauvaises langues disent que c'est vraiment trop compliqué et que c'est vraiment pour nourrir des consultants. Il paraît.
Alors, avec ce système de classe loader, on a des erreurs un peu bizarres. On a assez facilement des classes cast exceptions, où il nous dit par exemple my stuff cannot be cast to my stuff. Ma classe peut pas être castée en ma classe. Ça veut dire quoi ça? Il n'y a même pas de cast à faire normalement. C'est quoi ce travail? En fait, ma classe, quand il dit ma classe, il donne juste le nom. Et quand il dit ça, c'est que la même classe, avec le même nom, a été chargée par deux class loaders différents. Il y a un class loader qui a instancié l'objet, et cet objet est transmis à un autre objet qui, lui, travaille avec un autre class loader. Là, j'ai une variable de type myStuff. Ce myStuff-là, il est associé à ce class loader. L'instanciation ici, myStuff, elle est associée à ce class loader. Donc ce n'est pas la même classe, parce qu'une classe est identifiée par son nom et son class loader. Juste quand il dit le cast, quand il nous donne l'erreur de cast, il devrait nous dire que c'est pas le même class loader, c'est pour ça. Parce que juste le nom, on ne comprend pas bien. Donc ça, c'est une erreur assez classique quand on commence à jouer avec les class loaders et quand on commence à se déployer dans des trucs comme JBoss qui utilisent beaucoup de class loaders. Alors, on va faire quelques petits... On va jouer un peu avec ça, alors pas dans JBoss, mais en ligne de commande. Ouais, avant de... J'ai un petit exemple un peu plus compliqué. C'est Hello World. Mais alors c'est un Hello World dans lequel j'ai le même jar que pour le compte, qui est mon jar de démarrage, qui va déléguer la demande à une classe main qui est dans un module séparé message main, qui lui-même va faire une partie du boulot et va déléguer l'affichage du hello à un printer qui est encore dans un autre jar. Et tout cela, il partage une classe main, une classe message qui est dans un autre jar encore. Donc c'est un hello world avec 4 jars. Bon, si j'avais un seul jar, les mécaniques de class loader seraient pas compliquées et on verrait rien d'intéressant. Donc je me suis un peu forcé quand même. D'habitude, je fais pas aussi compliqué. Alors, on va essayer d'exécuter ça. Alors, je vais récupérer la première. En gros, j'utilise le class loader un peu comme j'avais fait pour le compte, mais avec ma classe hello. Et si je lance ça, bah, il râle. No class defined error. Là-haut. Bon, on a l'exception là aussi qui est la parente de l'erreur. Mais celle qui arrive de façon frontale, c'est l'erreur. L'erreur, mais elle n'est pas sur hello, elle est sur la classe main. Celle qui est dans le jar message main. Donc elle se produit ici parce que j'ai pu lancer mon application, mais l'application ne fonctionne pas, il manque une classe. Pour que ça fonctionne, le class pass, il ne faudrait pas que je mette juste un jar, mais en gros que je mette tout. Je mets tout ce qu'il y a dans le répertoire lib, et normalement il devrait trouver ce qu'il lui faut. Hello. Bon, j'ai réussi à le faire marcher. Alors je vais faire une autre version maintenant, où je vais garder que le jar CLDemo, mais je vais lancer une autre classe. Pas UTL, mais URL. Un autre hello. Cet autre hello, il utilise aussi la classe main. Donc normalement, ça ne devrait pas marcher. On va jeter un coup d'œil au code de cet autre hello. Vous voyez que dans cet autre hello, j'instancie un class loader. Je lui passe un tableau d'URL qui est l'ensemble des jars qui est dans le répertoire lib. Et j'utilise ce class loader pour charger la classe main, celle qui était dans le deuxième jar. Et à partir de cette classe chargée dans le class loader, là il y a une partie importante, je le dis de charger avec le class loader. Et ensuite j'utilise l'API d'introspection pour lui faire appeler la méthode hello. Donc en faisant ça, le hello fonctionne, même si j'ai que le jar de démarrage dans mon class pass. En fait, la classe de démarrage est prise en compte par le class loader du class pass, et les autres classes sont chargées par l'URL class loader que j'ai instancié.
Ensuite, j'ai fait un autre exemple, un peu sur le même principe, mais j'ai pas utilisé un URL class loader, j'ai utilisé un class loader à moi. Je l'ai appelé Maven Repository Class Loader. Si on regarde ce qu'il fait dedans, il hérite du URL class loader, mais on lui passe pas directement une liste d'URL, on lui passe une liste d'artefacts Maven, et il va chercher dans le repo local Maven. Il va chercher les jars là où ils sont dans le repo local. Donc c'est fait maison, juste j'hérite du URL class loader et je fais 2-3 petites choses. J'ai rien de spécifique en plus, ça veut dire qu'il a la même logique que l'URL class loader. Il a une logique de parent first. Donc normalement ça fonctionne à peu près de la même façon. Si je lance la classe de démarrage, il me demande quelle version, oui, parce que faut que je lui dise la version de l'artefact qu'il doit aller chercher dans le repo local. Donc je vais lui dire 1.0 snapshot. Ouais, j'ai pas encore fait de release de mon Hello World. Et là, il fonctionne. Il va chercher ça. Et là, donc, le cldemo.jar, il l'a bien pris dans le lib. Et il est dans le ClassPass. Et tous les autres jars, il est allé chercher dans mon repo local. OK. Donc là, on a des choses qui fonctionnent. Je vais faire un truc un peu bizarre. Ici, j'avais mis mon cldemo.jar dans le ClassPass. Je vais ajouter un deuxième jar. Je vais ajouter un deuxième jar dans mon ClassPass. Je vais lib, celui qui contient la classe main. Je ne sais pas si ça vous arrive souvent ça. Je rajoute un jar dans le ClassPass. Avant, ça marchait. Sans ce jar, ça marchait. Avec le jar, j'ai un no class default d'error. J'ajoute un jar, il ne trouve plus la classe. Bizarre, non? Non, ça vous semble normal? Moi, ça m'avait choqué au début. Hein. Alors, pourquoi il fait ça? On va reprendre un peu nos morceaux. Là, on a ces 4 morceaux. Quand je le lance avec les 2 jars, le ClassPass, j'ai un H qui est un peu ripé. Le ClassPass, il est constitué des 2 jars ici. Mon ClassLoader maison, il prend en charge les 3 jars là-bas. Et donc, vous voyez, il y a un potentiel conflit sur le main. Alors, l'erreur, elle passait sur le printer. C'est le printer qui ne trouvait pas. Mais le conflit, il est sur main. Alors si on décortique un peu ça, dans mon application, j'ai le système ClassLoader qui gère le ClassPass et j'ai mon ClassLoader maison. Je vous rappelle, il est en logique parent first. Et j'ai le main qui est dans les deux. Le ClassLoader démo, il instancie le ClassLoader maison et il lui demande charge le main. Il va utiliser lequel? Celui qui est rattaché au ClassLoader maison ou celui du ClassPass? Qui vote pour le ClassPass? Qui vote pour le maison? Une grande majorité pour le ClassPass. Et vous avez raison. Pourquoi? Parce que le ClassLoader maison, c'est un feignant. On lui demande de faire le boulot. Premier réflexe, je délègue aux parents, au système ClassLoader. Donc c'est celui-là qui est chargé. Ensuite, lui, il veut faire quoi? Il veut charger le printer. Où est-ce qu'il va le chercher? Il a le droit de le chercher qu'ici. On ne peut pas déléguer aux enfants. Ah, il délègue au Bootstrap, c'est vrai. Ouais, il délègue au Bootstrap. Mais ma classe printer, elle n'est pas dans le Bootstrap non plus. Je n'ai pas touché au Bootstrap ici. La classe printer, elle est que dans mon ClassLoader maison. Donc il ne peut pas remonter ça, il ne peut pas la trouver. Donc d'ajouter ce jar dans le ClassPass, ça m'a généré ce ClassNodeFound parce qu'il ne peut pas remonter aux parents. Mine de rien, c'est un cas assez classique lorsqu'on commence à rajouter des choses dans les endorsed. Mais c'est un peu plus compliqué, c'est moins lisible quand on fait ça.
sur cet exemple. Mine de rien, c'est un Hello World compliqué, mais l'exemple est assez simple. Comment je peux faire pour résoudre ça? Ça fonctionnerait probablement mieux si mon class loader maison était en local first. Alors j'ai une version en local first. Si on regarde ma classe ici, si j'ajoute l'option local au démarrage, il charge le même class loader mais en version local first. Alors on va tester ça. Je vais juste rajouter local à la fin avec le même class pass qui contient les deux jars et là ça passe. Là, ça passe parce que quand la classe de démarrage demande au class loader maison de faire son boulot, il le fait. Et du coup, on reste là-bas et tout le boulot se fait là-bas. Donc lui, finalement, je l'ai ajouté, mais il ne sert à rien ici. Il est complètement ignoré. Ok. Donc là, on a vu juste sur du Hello World, on a vu que ça pouvait poser des problèmes. Dès qu'on joue un peu avec du ClassPass, ça peut poser des problèmes. Mais est-ce que c'est suffisant pour vouloir la mort du ClassPass? Alors, le problème qu'on a identifié ici, c'est pas le seul. Vincent Massol, hier, dans sa présentation sur ses processus qualité, comment atteindre une bonne qualité d'un logiciel, il parlait du JARL. Le JARL, ça vient de notre façon de travailler au départ, où on utilise des librairies externes qui elles-mêmes dépendent d'autres librairies, qu'on fait gérer par un outil de build, Maven, Gradle ou autre, qui nous donne finalement un système arborescent, des dépendances arborescentes, où j'ai mon application au départ, des dépendances vers des jars ou des artefacts, et des dépendances à plusieurs niveaux comme ça. J'ai un arbre de dépendance comme ça. Et le problème qui se pose, c'est que cet arbre, on l'a dans notre configuration Maven, enfin dans notre environnement de développement, mais au runtime, tout ça se retrouve dans le même paquet qui est le ClassPass. Et finalement, le ClassPass, c'est un amas de classes à plat où il prend tout ce qui vient des différents jars. Si j'ai deux classes, deux fois la même classe, je me débrouille, j'en prends qu'une. De toute façon, il peut y en avoir qu'une à chaque fois. Et l'autre, elle est perdue, elle est ignorée. Si j'ai deux versions différentes, il y en a une qui sera là et l'autre, elle ne sera pas là. En fait, le problème du ClassPass, c'est qu'il est à plat. Je perds les informations de dépendance que j'avais dans Maven, par exemple. Et si je vais dans un serveur d'application, on avait vu qu'il y avait une hiérarchie de class loader, mais en fait, elle est dans le mauvais sens, cette hiérarchie. C'est-à-dire que les applications sont les branches, et le class loader common et le système class loader sont le tronc. Donc c'est pire encore. C'est pire encore, il y a encore plus de problèmes. Juste sur le même exemple que j'ai utilisé, mon Hello, donc on avait les différents jars, et dans ce que je vous ai montré, il y a un truc qu'on n'a pas utilisé, mais il y a une fonctionnalité là-dedans, où j'utilise SLF4J. Alors dans l'organisation de mon projet, il y a une équipe qui a fait le printer et une équipe qui a fait le main. Ça n'a pas été fait au même endroit, ils m'ont livré le main, ainsi de suite. Dans le printer, ils utilisent un 5 et dans le main, ils utilisent un 7. Bon, ok, au développement ou à la compilation, chacun utilisait le sien. Lequel on utilise au runtime? J'en sais rien. Si, il fallait aller au puzzler Maven pour savoir, parce que c'est pas forcément évident, mais il y en a de toute façon qu'un des deux. Il y en aura un seul des deux qui sera utilisé. Alors, on va sur mon exemple ici. Voilà, sur celui-là, par exemple, je demande à mon Hello de m'afficher Hello et de rajouter des logs. Il fait le Hello, mais quand je lui demande les logs, no such method error sur une classe SLF4J. Pourquoi? Parce que la classe au runtime n'est pas la même que celle qui a été utilisée à la compilation. Et il y a une méthode dont la signature a changé, et il n'arrive pas à résoudre cette méthode au runtime. Alors, si je change de version
Là, je crois que j'ai la 1.7. Si je choisis d'utiliser la 1.5, non, j'ai la 1.5 ici, si je choisis d'utiliser la 1.7, c'est le hello ici qui ne marchera pas. Forcément, il y en a un des deux qui ne marche pas. Donc, je suis embêté. Donc, forcément, je suis embêté. Est-ce qu'il y a des solutions à ça? Qu'est-ce qu'il y a comme solution? Alors, la solution, déjà, quelles sont les fonctions que doivent apporter les solutions que je pourrais choisir? La première chose que j'attends, c'est une meilleure granularité. Aujourd'hui, j'ai mon application, je fais mon application avec ses classes, et elle charge les classes qui sont dans le ClassPass, le truc à plat. La granularité, c'est le ClassPass. C'est un peu gros. Si je fais une application web, ça peut être pire encore. Je vais avoir un ensemble de jars et je vais tout embarquer dans mon WAR. Ça, c'est le modèle WAR monolithique. Et éventuellement, je peux partager un peu, mettre certains jars, certaines archives dans le WAR et d'autres dans des librairies partagées. Bon, je me retrouve avec 2 niveaux. C'est un petit peu mieux, ça va pas beaucoup plus loin quand même. Hein. Non, moi, ce que j'aimerais, c'est que mon application, au runtime, elle ait la même logique de dépendance que ce que j'avais au dev. Que l'arbre que j'avais, je le retrouve au runtime. Il y a peut-être un autre problème aussi. Je ne sais pas si vous avez vu relever l'erreur que j'avais, c'était sur une méthode de la classe MessageFormatter. C'est une classe de SLF4J que j'ai utilisée dans mon code. Est-ce que c'était une bonne idée de l'utiliser? Ça sert à quoi SLF4J? À faire des logs. Là, j'ai utilisé une classe de SLF4J pour faire du formatage de texte. C'est pas malin de ma part. Mais en même temps, la classe, elle était là. Elle était dans mon ClassPass. J'avais juste envie de l'utiliser pour pas refaire le même code. J'ai voulu réutiliser. Donc la question, le problème qui se pose ici, finalement, c'est peut-être une question de visibilité des classes. Le jar est présent dans le ClassPass, donc tout son contenu est présent. Tout son contenu est à disposition, ou du moins toutes les classes publiques. Je peux utiliser toutes les classes publiques. Non, il y a certaines classes dans les librairies, elles sont faites juste pour que la librairie fonctionne, elles ne sont pas faites pour être utilisées directement. Celle-là, c'est probablement le cas. C'est pour ça qu'ils l'ont fait évoluer comme ça. Donc j'ai utilisé une classe que j'aurais pas dû, mais ça aurait été mieux si on m'avait interdit de l'utiliser explicitement. Donc là, ça va être sur les mécanismes d'export, de rendre public, visible à l'extérieur de l'archive. J'ai des questions aussi qui vont se poser sur les dépendances transitives. J'utilise une librairie qui elle-même utilise une autre librairie. Est-ce que je peux utiliser les classes du 2e, 3e, 4e niveau? Je ne sais pas. A priori, ça me gêne un peu de pouvoir le faire. Mais peut-être que dans certains cas, ça peut être intéressant. Donc, j'aimerais bien que la solution m'apporte des réponses là-dessus aussi. Alors, des réponses, il y en a depuis le siècle dernier. Hein. OSGI apporte des réponses sur ces problèmes. Depuis 1999. OSGI travaille avec des bundles. Chaque bundle, c'est un fichier jar, dans lequel il y a des métadonnées dans le manifeste. Et dans ces métadonnées, on va pouvoir spécifier des imports et des exports de packages pour gérer ces dépendances. Un petit exemple tout simple de manifeste dans un bundle OSGI. Je spécifie des packages que je veux exporter. Ça veut dire que quelqu'un qui voudra utiliser mon jar ne pourra utiliser que les classes qui sont dans ce package-là. Les autres ne seront pas visibles. Ensuite, je précise un import package. Là, je dis que dans ce jar-là, j'ai besoin de classes qui sont dans le package en question, et donc il va mettre une dépendance sur le jar qui exporte ce package. Et tout ça, c'est avec des versions qui permettent de faire cohabiter plusieurs jars, plusieurs bundles de la même librairie dans des versions différentes. Donc ça, c'est pas mal. C'est pas mal, sachant que OSGI met cette couche de modules au-dessus du runtime Java. Donc, une
couche de module qui répond à ce que je voulais avoir, ou qui répond à peu près. Il y a quand même des défauts dedans. Par exemple, rien que la logique d'import de package. On n'importe pas des bundles, on importe des packages. Moi, je trouve pas ça très naturel. Et c'est vrai que le système de class loader derrière ces modules, il y a des petites choses un peu bizarres parfois. Mais surtout, au-dessus de ça, il y a un système de cycle de vie des bundles, des composants OSGI. Il y a des services qui sont fournis avec. Tout ça, c'est en plus, c'est pas ce que je voulais. C'est pas ce que je demandais en tout cas. Et mon application OSGI, elle va s'appuyer sur tout ça. Donc, pourquoi pas? OSGI apporte de la valeur, mais c'est compliqué quand même. Et il faut gérer cette complexité supplémentaire. C'est pas ce que je voulais, moi. Moi, je voulais un truc qui me simplifie la vie pour gérer mes dépendances. Donc, non, pas OSGI. Jigsaw, sinon. Jigsaw, alors c'est encore plus intéressant parce que c'est dans le projet OpenJDK. D'ailleurs, quand Marc Reynolds parlait du ClassPass qui est mort, il pensait à Jigsaw. Donc Jigsaw, intégré au JDK 7, enfin tel qu'il était prévu en 2008, donc il n'y est pas. Reporté au JDK 8, tel qu'il est prévu en 2012, non, il n'y sera pas non plus. Prévu pour le JDK 9 en 2015, si tout va bien. Bon, 2015 pour le JDK 9, temps d'adoption, machin, 2017, 2018, si c'est dans cette version-là. Bon, c'est pas pour tout de suite, quoi. C'est pas pour tout de suite. Bon, c'est dommage parce que Jigsaw, il apporte une réponse intéressante à ce problème de modularité des applications. Il répond à ce que je voulais. Et il répond même plus, puisqu'il répond aussi à une question de modularité du JDK lui-même. Typiquement, aujourd'hui, dans mon Hello World, il dépend donc du JRE. Dans le JRE, j'ai des classes Corba. Ouais, mon Hello World il est compliqué, mais j'ai pas de Corba dedans. Hein. Vous faites du Tomcat. Déployez un Tomcat. Tomcat dépend du JRE. Il y a Swing dedans. Pas besoin non plus. Hein. Donc voilà, le JRE aujourd'hui, c'est un gros truc monolithique. Et avec plein de choses dedans, on n'a pas besoin de tout. Donc, un des objectifs de Jigsaw, c'est d'apporter cette modularité pour pouvoir avoir des profils de JRE plus légers. Donc, ouais, c'est intéressant. Il y a un truc sympa aussi qui est prévu dans Jigsaw, c'est une mécanique de repository. Si j'ai besoin d'un module, Jigsaw va le télécharger depuis un repository qui va contenir tous les modules dont je peux avoir besoin. Un peu à la Maven. Ou peut-être plus pertinent, puisque là c'est du runtime, un peu à la façon dont les systèmes d'exploitation sérieux arrivent à télécharger leur package natif. On a vraiment, ça ressemble un peu à ça, l'idée est un peu la même, mais je trouve ça, ouais, c'est une bonne idée. Les métadonnées, on a à peu près la même logique de métadonnées. On va exporter des packages, on va déclarer des requires, donc des dépendances vers d'autres modules. Ouais, c'est vraiment des modules là. On fait pas des dépendances vers des packages, on fait des dépendances vers des modules. En plus, je trouve ça assez sobre la façon de présenter ça. Ouais, j'aime bien. Le problème, c'est que c'est pas là. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Chez JBoss, ils se sont fait la même réflexion il y a 2, 3, 4 ans. Jigsaw, c'est pas mal, ça a l'air sympa, mais c'est pas là. Et pour JBoss 7, ils voulaient mettre en place cette logique de modularité. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont inspirés de Jigsaw, des principes, des concepts qui sont dans Jigsaw, et ils ont fait JBoss Module. C'est un sous-projet de JBoss AS7 pour gérer la modularité dans JBoss. Mais là, enfin, ce qui est intéressant, ce que je trouve assez sympa, c'est que même si c'est prévu pour JBoss, ça tourne en standalone aussi. On peut faire marcher notre JVM, une application standalone, avec les JBoss modules. On démarre notre Java sur le JBoss module.jar, on lui indique quel est le répertoire dans lequel on stocke les modules, et on démarre un module, pas une classe. Et le répertoire en question, c'est une structure arborescente qui contient des répertoires dans lesquels, pour chaque module, je mets un ou plusieurs jars et des métadonnées dans un module.xml. Ouais, ça pique un peu l'XML quand même. Hein. Par rapport à ce qu'on a vu avant, ça manque un peu d'expressivité quand même. Mais bon, les infos sont là. Ici, c'est donc un module.xml où je spécifie
Ici, le jar qui est contenu dans mon module. Ici, je déclare une dépendance vers un autre module. Je peux déclarer plusieurs dépendances. Et ce qui est assez intéressant dans JBoss Module, c'est, regardez, une dépendance de ce type-là. javax.api. Ici, en faisant ça, je déclare une dépendance vers les packages Javax qui sont dans le JRE. Par défaut, une application qui utilise JBoss Module n'a de visibilité que sur les packages java.quelque chose. Si je veux des Javax, il faut que je les déclare explicitement, soit dans leur globalité en faisant quelque chose comme ça, soit package par package. Ça, par exemple, ça m'évite toute la mécanique d'endorsed. Du moins si les librairies en question sont bien faites. Mais bon, il y a des effets de bord encore sur leur façon même d'utiliser le class loader en interne parfois. Mais bon, on ne va pas rentrer dedans. Pareil, quand je déploie sur du Java EE, je vais déclarer des dépendances vers d'autres API Javax qui ne sont pas dans le JRE ici, c'est JPA, JTA, mais qui sont installés sous forme de modules dans mon répertoire module. Donc je vais avoir des choses javax.quelque chose. Là j'ai Commons Collections par exemple qui est installé sous forme de module dans mon répertoire. Et ainsi de suite, je déclare ma liste de dépendances. Et chaque module lui-même va déclarer ses propres dépendances et par défaut je n'ai pas de transitivité. C'est-à-dire que si Commons Collections a une dépendance sur un autre module, il n'impactera pas mon application. Je ne verrai pas les classes qui sont dans ces dépendances à lui. Alors, voyons ce que ça peut donner, ça. Alors, la même application, toujours pareil, je l'ai préparée sous forme de module. Vous voyez que c'est la même application, on démarre plus la classe Hello ou quoi que ce soit, on démarre le module qui s'appelle class loader demo, et dans le module, j'ai déclaré que la classe de démarrage, c'était Hello. Je déclare donc -jar jbossmodule.jar et un répertoire modules. Et si je démarre ça, bon, il n'y a pas trop de surprise. Le hello fonctionne. Donc en ligne de commande. Évidemment, tout ça c'est intégré dans JBoss aussi. Dans JBoss AS7, tout ce qui est chargé en interne pour le fonctionnement de JBoss est installé sous forme de module. Et quand je fais une application, quand je déploie un WAR par exemple, il me laisse le choix entre embarquer mes librairies dans le WAR lui-même, de façon traditionnelle, ou mettre des dépendances sur des modules qui est dans le répertoire des modules de JBoss. Je peux ajouter mes modules à moi là-dedans aussi. Donc c'est à moi de faire le choix maintenant. Soit je le fais de façon traditionnelle avec les limitations qu'il peut y avoir, soit j'utilise la mécanique de module. Le problème ici, c'est que c'est soit du standalone, soit du JBoss. Si je veux faire du Tomcat, par exemple, les gens qui n'aiment pas le JBoss, pas de problème. Si je veux faire ça dans Tomcat, je n'ai pas de module dans Tomcat. Dans Tomcat, je vous avais dit, j'ai un class loader par war, j'ai un class loader pour ce qui est dans les répertoires lib de Tomcat, et puis ça s'arrête là. Donc je n'ai pas assez de dépendances. Par contre, il y a un point d'entrée qui est intéressant, c'est que quand on déploie un war, on peut lui dire de ne pas utiliser le loader standard. On peut personnaliser le loader. Et par exemple, on peut lui dire n'utilise pas le loader Tomcat, utilise le loader de JBoss Module, qui va gérer des modules derrière. Alors j'ai essayé de faire ça, j'ai commencé à mettre ça en place. Il y a un projet sur GitHub pour faire... on en est, j'en suis un peu à un état de POC, mais qui permet un peu de faire ça. Et je vais essayer de vous le montrer. Donc je vais démarrer un Tomcat. Et puis je vais... non, c'est pas ici, c'est ici. J'ai une application web où en fait le class loader démo, le point d'entrée, je l'ai remplacé par un war, par une application web. Tout le reste derrière c'est la même chose, hein. Message main, message printer, message common, il y a la même chose, j'ai juste changé le point d'entrée. C'est ce qui s'appelle message web. Donc là je fais un build de mon war, je le déploie dans Tomcat. Ici je le fais façon standard, avec les class loader façon Tomcat.
Si je teste ça, bon, mon application fonctionne, pas de problème. Par contre, si je lui demande avec les logs, je retrouve message formatter.array format, machin, même problème que tout à l'heure. Je vais refaire le build et je vais lui dire de le faire façon module. Alors façon module, c'est essentiellement aller charger, ajouter le fichier contexte.xml qui est le fichier de configuration interne à Tomcat dans le WAR en lui disant utilise un autre loader. Le loader que j'ai fait, qui est dans mon petit projet GitHub. Bon, il a fait le build, apparemment il a redéployé. Et là, maintenant, on peut lui demander de refaire le hello avec les logs. Et là, ça passe. Et normalement, même si on a des logs ici côté Tomcat. Donc, on a réussi ici à faire entrer JBoss Module dans Tomcat pour arriver à cette modularité. Donc, en conclusion, si on a des applications suffisamment complexes, à mon avis, ce genre de démarches sont vraiment intéressantes. Si on a une application tout simple, un Hello World, c'est pas intéressant. C'est intéressant, ouais, quand on a de la complexité, quand on a beaucoup de dépendances, quand on a des cycles de vie de projet avec de la réutilisation, des choses comme ça. Là, il y a une vraie valeur ajoutée. Par contre, il y a pas mal de questions qui se posent encore. Un artefact et un module, c'est pas exactement la même notion. Vous avez vu dans JBoss Module, on peut mettre plusieurs jars dans le même module. Comme c'est pas des notions différentes, comme c'est pas les mêmes notions exactement, bah, ça pose des problèmes d'outillage. Par exemple, comment est-ce qu'on automatise la génération, la production d'un module? Il n'y a pas grand-chose là-dessus aujourd'hui. Et puis pour être honnête aussi, JBoss Module, ça manque franchement de documentation. Il y a le code source, c'est une bonne doc, mais c'est pas toujours facile à lire. Donc on peut vraiment se poser la question. Ok, JBoss Module, ça apporte des vrais services, c'est intéressant, c'est pas compliqué. Mais est-ce que c'est une solution pour toujours ou est-ce que c'est une solution en attendant Jigsaw? Parce que Jigsaw, il apportera forcément des réponses à ces questions d'outillage, puisque ce sera intégré. Donc, ouais, on attendra Jigsaw. J'espère juste l'avoir avant ma retraite. Je vous remercie. On a 3 minutes encore pour des questions. Si quelqu'un a des questions. Ouais, là-bas au fond. Je voulais savoir s'il était possible, parce que le système des modules de JBoss, notamment partage Hibernate dans des versions très spécifiques. Est-ce qu'on peut définir qu'une web app, elle utilise telle version de tel module? Des sortes de profils ou des choses comme ça? Oui, on peut. Alors, pour Hibernate, il y a deux cas. Soit on utilise Hibernate directement, avec une session factory. Dans ce cas-là, il suffit de mettre la dépendance vers la bonne version d'Hibernate. D'ailleurs, dans JBoss AS, aujourd'hui, ils fournissent en standard 2 versions différentes d'Hibernate. Donc, ça, c'est la façon avec la session factory. Si on utilise du JPA, c'est un peu plus compliqué, puisqu'on utilise Hibernate par les couches javax.persistance. Dans ce cas-là, c'est toujours possible, mais il faut aller taper dans le persistance.xml, il y a des options spécifiques JBoss à rajouter. Donc c'est possible, oui. D'autres questions? Oui. Moi, tout à l'heure, tu disais que ton POC pour Tomcat était qu'un POC. Ouais. Quels sont les effets de bord que tu rencontres aujourd'hui? Il y a un truc que j'ai pas du tout géré dedans, c'est le rechargement à chaud des applications. Puisque quand on recharge à chaud, il y a la question de la fuite mémoire sur les classes précédentes et des choses comme ça. Tout ça, je l'ai pas du tout géré. Après, j'ai pas fait des tests très poussés encore non plus de ce qu'on peut faire avec. Donc voilà, c'est dans les étapes préliminaires. Par contre, je suis tout à fait friand de feedback dessus. Si vous voulez l'essayer et me dire ce que vous en pensez, ouais, moi je serais assez fan.
On arrête. Ok, merci.